Bonjour et bienvenue dans les interviews du Monde devant soi. La politique que nous ferons, c'est la politique du peuple souverain. C'est la politique de la majorité, comme disait le général de Gaulle, la politique de la majorité nationale, avec 3 priorités. Vous les retiendrez facilement. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Parce que je crois à l'ordre. L'ordre comme condition de la liberté. Majorité nationale, rétablir l'ordre, l'ordre comme condition de la liberté. Vous aurez reconnu les mots de Bruno Retailleau, les mots de son discours le jour de son arrivée au ministère de l'Intérieur, c'était le 21 septembre 2024. Difficile de croire que ces mots ont été choisis au hasard, tant ils sont un signal favorable pour la droite et l'extrême droite et un chiffon rouge pour le reste de l'échiquier politique. Les mots ont un sens et leur utilisation aussi, et ceux de Bruno Retailleau, semblent être le résultat d'un glissement sémantique initié il y a des années, un glissement que vous étudiez dans votre nouveau livre, Olivier Annoni. Bonjour à vous. Bonjour. Vous venez de publier Coulée brune, comment le fascisme inonde votre langue aux éditions Héloïse d'Ormesson. Les mots du fascisme, vous en êtes un spécialiste, puisqu'entre 2011 et 2021, vous avez travaillé sur une traduction critique de Mein Kampf, une expérience singulière, dites-vous, que vous racontez dans votre précédent ouvrage, Traduire Hitler. Alors, on va parler du dernier, La Coulée brune. Vous le débutez cet ouvrage par un constat assez désespérant. Nous sommes en 2024. Les États-Unis risquent de voir revenir au pouvoir un milliardaire en cours de jugement devant 4 tribunaux. Et vous comptez les chefs d'inculpation, il y en a 91. Vous parlez aussi de cette néo-fasciste à la tête de l'exécutif italien, Giorgia Meloni, des extrêmes droites qui progressent partout en Europe. Le point commun de tous ces gens, c'est un langage dur et populiste, un langage qui s'immisce partout dans la société, au point d'être repris par les forces démocratiques, ce que vous expliquez dans votre livre. Et vous prenez par exemple le choix des mots du président français Emmanuel Macron et de l'expression réarmement démographique, les mots de Bruno Retailleau qu'on a entendus en ouverture de cette émission, sur rétablir l'ordre, sur l'ordre garantit la liberté et sur la majorité nationale. C'est un peu comme les mots de réarmement démocratique, c'est un glissement sémantique de l'extrême droite dans le discours de force qui ne devrait pas être aux extrêmes de l'échiquier politique. Oui, c'est même une réappropriation totale de leur langage. Enfin, tout y est. La prétendue souveraineté populaire qui s'exercerait à travers l'arrivée de ce monsieur au ministère de l'Intérieur. Il faut quand même rappeler que c'est un monsieur qui représente exactement, enfin son parti représente 7,5% des électeurs aux élections législatives, donc la souveraineté populaire, elle est certainement ailleurs et pas chez lui. La répétition, ce martèlement 3 fois l'ordre, qui est en soi complètement ridicule, mais qui montre vraiment une espèce de brutalité du langage. C'est-à-dire que on tape sur la table, c'est une posture typiquement qui rappelle vraiment les dictateurs. Cette manière de répéter une espèce d'ordre de commandement, bon, c'est du langage brutal et brutaliste. Et le fait d'adjoindre l'adjectif national à majorité, ça a du sens aussi, ça, quand même. Ça a du sens. Alors, pour le bon connaisseur du nazisme que je suis, il voit vraiment des choses épouvantables, parce que il y avait aussi, sous le nazisme, l'idée d'une majorité nationale. Il y avait ce terme de Volksgemeinschaft, de communauté du peuple, c'est-à-dire le vrai peuple, le seul vrai peuple, qui aurait la souveraineté contre d'autres, qui, tout en étant allemands à l'époque, ne représenteraient justement pas le peuple. C'est une idée qu'on retrouve pas mal. Il y a une autre citation de Jordan Bardella, il y a une quinzaine de jours à peu près, qui disait « Les Français d'origine étrangère qui ne commettent pas de délits ne craignent rien ». Ce qui veut dire quoi? Que un Français d'origine étrangère qui commet des délits sort de sa nationalité française. Ce sont des propos d'une gravité mais incroyable et que peu de gens malheureusement relèvent. Cette Volksgemeinschaft dont vous parlez, c'est aussi un concept qui pour vous émerge au moment du ministère de l'identité nationale de Sarkozy. Oui, alors sous une forme différente, elle est beaucoup plus pétainiste que nazie, mais il faut rappeler que c'est quand même l'idée de la carte d'identité, c'est Pétain. Le terme n'était pas innocent déjà à l'époque. Très rapidement, la carte d'identité a porté un J pour désigner les Juifs. Donc c'est un document qui était à la fois un document d'ordre, mais aussi un document de discrimination. Et à partir du moment où on insiste autant sur une identité, d'abord ça prouve qu'elle a un problème et qu'on a du mal, 1, à la définir, 2, à la défendre. Et 2, si vous appuyez autant sur l'identité nationale, c'est que vous estimez qu'il y a des nationaux qui n'ont pas cette identité. Donc là, on entre dans des dérives qui sont, à mon avis, gravissimes, qui sont celles d'un fascisme. Enfin, je l'ai écrit, je le maintiens, non pas au sens mussolinien du terme, mais au sens où l'entend Umberto Eco, un fascisme culturel et idéologique qui peut amener à peu près à tout et qui, en plus, là, se teinte très clairement de xénophobie. Dans tous ces propos que je viens de citer, il y a l'idée qu'il y a l'étranger et qu'il va falloir resserrer la communauté sur une nation hypothétique, selon quels critères, on n'en sait rien. Les mots de Bardella, les mots de Retailleau, on voit clairement l'affiliation. En revanche, quand on entend le réarmement démographique de Macron, c'est quand même plus discret et pourtant, ça fait référence à un passé particulier. Oui, et je suis pas persuadé qu'il en ait tout à fait conscience.
Quand je dis que le fascisme inonde la lande, c'est que c'est vraiment quelque chose qui déborde de toutes parts et qui va se glisser dans des discours où on n'attendrait pas du tout. C'est ça la nouveauté. Le discours du Front National ou du Rassemblement National, il a toujours été marqué par des marqueurs extrêmement précis de l'extrême droite, très fortement chez Jean-Marie Le Pen, un peu plus camouflé chez sa fille et dans le mouvement qu'elle a renommé. Là, ce discours, on le voit avec Retailleau, ce discours s'immisce partout, sous plein de formes différentes, y compris dans des endroits où on ne le supposerait pas. Et c'est pour ça qu'il est dangereux. C'est-à-dire qu'on n'a plus aucune canalisation. Il est passé partout et on commence à considérer qu'il s'agit d'une évidence. Et pour moi, c'est gravissime parce que ça n'a rien d'évident. Chacun des mots qu'on vient d'entendre sont des mots qu'il faut remettre en question, il faut tenter de les définir. Et quand on les définit, on s'aperçoit que ce sont quand même profondément des monstruosités. Après avoir posé ce constat-là, vous avez essayé de savoir comment on en est arrivé là. Vous commencez par comparer les discours de différents présidents français et vous opposez par exemple Charles de Gaulle à Nicolas Sarkozy. Vous prenez un discours de Charles de Gaulle de 1947 sur l'URSS qu'il prononce à Rennes et vous prenez un discours de campagne de Nicolas Sarkozy en 2014 sur la Russie et sur l'annexion de la Crimée. Et qu'est-ce que vous constatez en comparant ces deux discours ? Alors, je constate, c'est un peu le cœur de mon ouvrage, une dégradation phénoménale du discours politique. Et une dégradation dans tous les sens. C'est-à-dire que du point de vue grammatical, les textes de Gaulle, qui était un écrivain magnifique et un homme de lettres, pratiquement, sont d'une clarté absolue. La syntaxe est impeccable, les démonstrations sont d'une logique toujours politiquement contestable, mais imparable sur le plan de la logique. Quand on arrive avec Nicolas Sarkozy, aussi bien dans ce discours que je cite que dans plein d'autres expressions qu'il a eues, on a un discours qui est disloqué, qui part un peu dans tous les sens, dont la logique est parfois extrêmement surprenante et surtout qui casse les codes normaux du pouvoir. Le pouvoir démocratique, il s'exerce à travers plein d'institutions, mais la parole du pouvoir, elle a toujours eu en France, y compris aux pires périodes, une certaine sonalité. Pourquoi ? Parce que c'est une manière de respecter la démocratie. S'exprimer correctement, avoir des pensées claires, des objectifs clairs, des concepts clairs, c'est la première marche vers la discussion possible, la discussion politique qui caractérise normalement une démocratie. Quand vous commencez à casser ça, quand vous commencez à chercher à privilégier des effets plutôt que le sens de votre discours. Quand vous commencez à utiliser ce qu'utilisait beaucoup Nicolas Sarkozy, c'est ce que je montre dans ce livre, ce qu'on appelle la triangulation, c'est-à-dire l'appel aux idées de l'adversaire qu'on intègre dans son propre discours en espérant que, du point de vue électoral, on récupérera au moins quelques votes de ce côté-là. Ça fait que le discours devient totalement confus, parfois de manière caricaturale chez Sarkozy, mais cette caricature s'est poursuivie bien après lui, on est en plein dedans. C'est-à-dire que le discours politique, pas partout, pas de la part de tous les politiques, je fais pas du tout de l'anti-parlementarisme, ni une démolition systématique des gens qui font de la politique aujourd'hui, il y en a très respectables, mais ça s'immisce partout, ça désagrège le discours. Si vous n'avez plus de discours où vous savez à qui vous vous adressez, selon quels critères historiques, quels critères sémantiques, il n'y a plus de dialogue possible. Ça devient totalement impossible. Je peux vous donner un autre exemple rapidement, si vous voulez, de ce type de récupération. Christine Kelly, qui fêtait l'anniversaire de son émission, a pris sur un ton, alors là, pour le coup, sur CNews, a pris là pour le coup un ton extrêmement solennel et a diffusé le chant des partisans. Le chant des partisans, c'est un chant de résistance précisément contre un ennemi de la France d'abord, mais surtout un ennemi de la démocratie. C'est un chant qui a été fait par un monsieur qui s'appelle Kessel et un autre qui s'appelait Druon, qui étaient des résistants, qui a été chanté notamment par Léo Ferré et tout récemment, admirablement, à la cérémonie du Panthéon pour Manoukian, qui était un groupe communiste immigré. Et que on se permette de passer ce chant sur CNews en disant voilà, nous sommes les résistants d'aujourd'hui. À mon avis, je pense qu'on n'avait jamais atteint un tel sommet de triangulation catastrophique, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun sens. Non, la résistance, c'est pas ça, heureusement. La résistance est ailleurs. Je pense qu'elle s'organisera et qu'ils auront effectivement la surprise un jour ou l'autre de la voir en face. Mais c'est une récupération qui casse toute espèce de dialogue politique possible. À partir du moment où une chaîne qui fricote beaucoup avec l'extrême droite se permet de reprendre ce chant, tout devient possible. Vous soulignez la manière dont sont construits les discours et les prises de parole de Nicolas Sarkozy. Celles d'Emmanuel Macron, prises de parole, sont beaucoup plus structurées et pourtant la triangulation, il la pratique aussi. Il ne fait presque que ça. Alors, il y a une lignée pour moi dans le langage, mais pas systématique, entre le langage de Nicolas Sarkozy et celui d'Emmanuel Macron. Chez Emmanuel Macron, il y a un vrai projet politique, et on peut en penser ce qu'on veut, mais il y a un projet qui s'exprime assez clairement, parfois assez brutalement aussi. Et puis de temps en temps, ça dérape totalement, comme dans cette histoire de réarmement démographique qui est une aberration complète, avec des conséquences. Je veux dire, il s'agit quand même de faire des tests de fertilité aux jeunes gens. Bon, c'est quand même des mesures qu'on n'avait pas même osé envisager il y a encore 10 ans. Ce sont quand même des idées d'une gravité énorme. Mais oui, chez Macron, il y a un discours qui est encore structuré et qui parfois simplement dérape
et qui a dérapé de plus en plus au fur et à mesure que ses relations avec Nicolas Sarkozy se sont, de notoriété publique, resserrées. Voilà. Je pense qu'il y a une filiation qui s'établit, qu'il a pu espérer lui aussi en pratiquant ces techniques sauver la boutique, si j'ose dire, et que malheureusement c'est un échec flagrant. Mais on voit d'ailleurs que chaque expérience de triangulation ne fonctionne quasiment jamais finalement. Ça fonctionne jamais, c'est juste un instrument électoral, c'est un instrument brutal parce que non seulement les hommes politiques se dégradent eux-mêmes en utilisant ces techniques, mais en plus, concrètement, les gens qui sont en face d'eux ne savent plus où ils en sont, et le résultat final, c'est que quand vous prenez le vocabulaire de l'extrême droite, les gens votent pour l'extrême droite, ils considèrent que c'est un vocabulaire qui devient normal, et deux, toute espèce de barrage sanitaire saute immédiatement, puisque si ces mots, si ces expressions deviennent normales et quotidiennes, qu'est-ce qui empêche après tout de voter pour Marine Le Pen ? Vous ne vous intéressez pas qu'aux responsables politiques, vous étudiez aussi longuement un mouvement, celui des Gilets jaunes, qui apparaît justement après l'élection d'Emmanuel Macron. Moi, personnellement, je gardais le souvenir d'un mouvement extrémiste, chaotique, aux marges du complotisme, mais vous rappelez qu'à ses débuts, c'était tout le contraire, et vous prenez exemple avec le langage de la pétition de Priscilla Ludowski, qui est aux origines du mouvement, et vous rappelez, je vous cite, la clarté des mots employés et le choix des thèmes concrets, et c'est vrai que quand on lit le texte initial, qui est en réaction à l'augmentation du prix du carburant, on est dans quelque chose de mesuré, d'argumenté, très très loin de ce qu'on connaîtra après, avec entre autres Éric Drouet et Maxime Nicole. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Il se passe que c'est un mouvement qui n'a pas de structure. Donc le premier texte, cette pétition que lance donc Priscilla Ludowski, est un texte très clair qui pourrait être un texte syndical, c'est un texte d'un cahier de doléances, un texte de revendication qui énonce des faits qui sont difficilement contestables sur la vie des gens qui vivent notamment dans les provinces françaises, qu'on appelle maintenant des terroirs, ce qui est encore une autre déformation dont on pourrait parler, et qui dit, voilà, il faut trouver des solutions. Se greffe là-dessus un certain nombre de personnes qui vont se dire qu'effectivement les problèmes se posent, donc on va créer un mouvement pour tenter d'obtenir leur satisfaction de ces revendications, ce qui a priori est tout à fait normal. Et puis les choses dérapent immédiatement, on passe très très vite à la violence, pas systématique, et une violence qui cache des choses extrêmement profondes. Je cite dans mon livre un article de Florence Aubenas qui est absolument magnifique, qui montre, qui est allé vraiment sur les ronds-points voir ce qui se passait, qui voit des gens mais dans un désarroi total, financier, humain, et qui perdent petit à petit l'espoir justement que la démocratie puisse leur apporter un jour une solution. Et puis un film s'appelle Le Peuple, qui est vraiment magnifique, qui montre la totalité du mouvement, depuis l'enthousiasme initial jusqu'à la désillusion et le désespoir final. Et j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé. Voilà. Ce qui se passe simplement, c'est quand un mouvement n'a pas d'articulation politique du tout, il va chercher des leaders. Et que les leaders qu'ils ont cherchés ou qui se sont présentés à eux n'étaient ni des gens qui avaient la capacité rhétorique pour canaliser le mouvement dans des directions précises, qui n'avaient pas non plus les connaissances politiques et l'expérience politique nécessaires pour le faire, qui en fait tâtonnaient dans le noir, au point qu'au bout de quelques temps, on a vu des bagarres entre les différents courants. C'est un courant qui était très très déstructuré et qui a basculé dans la violence, avec en face une violence terrifiante aussi qui leur a répandu. Enfin, des dizaines de blessés d'un côté. Les Gilets jaunes, il faut quand même le rappeler, il y a eu 11 morts sur les barrages, dont des Gilets jaunes d'ailleurs qui ont été tués pendant. Ce qui montre un petit peu aussi ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'un mouvement qui n'est même pas capable de faire un service d'ordre pour protéger un barrage à un rond-point, une sortie d'autoroute, c'est un mouvement qui n'a pas d'expérience syndicale, politique, qui n'a jamais organisé une manifestation tout simplement. Mais cette dérive, vous pensez qu'elle est liée à l'inexpérience ? Il n'y a pas d'agenda politique selon vous derrière ? Il y a des agendas politiques, il y a le vague espoir, en particulier chez Drouet, que d'une certaine manière, on amorce un mouvement révolutionnaire. Mais un mouvement révolutionnaire, il faut qu'il ait une pensée. La Révolution française, quand elle éclate, elle est appuyée par toutes les idées des Lumières qui la précèdent, qui vont l'entretenir. Très rapidement, il y a de très grands orateurs qui la prennent en charge, qui canalisent le mouvement, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas violent, évidemment, mais qui, en tout cas, vont lui donner une forme politique réelle, tout de suite, immédiatement, et avec des revendications très rapidement exaucées, les États généraux, la création de l'Assemblée nationale, etc. Donc il y a un mouvement qui va prendre une forme politique qui est restée, puisque d'une certaine manière, c'est la création de la République en France et l'établissement d'un vrai débat démocratique, même s'il a connu toutes sortes d'aléas depuis. Le langage politique s'installe. Et c'est un vrai langage politique. Quand vous regardez les discours des grands meneurs de l'époque, que ce soit Robespierre, Saint-Just, Marat, Hébert, etc., ce sont de vrais discours politiques d'une intelligence extraordinaire, ce qui ne dédouane pas du tout ce qui a pu se passer, notamment en 93. Mais au moins, il y avait une vraie pensée politique, un véritable projet, une véritable idée de ce que devait être la société. Là, il n'y en a pas, tout simplement.
Et du coup, très rapidement, le mouvement est infiltré par des personnages qui sont extrêmement douteux. Enfin, je raconte dans mon livre une réunion ubuesque avec un personnage qui prétend faire tomber la République avec des documents explosifs et qui se propose très modestement pour diriger le mouvement. D'un côté, c'est drôle et de l'autre côté, c'est assez dramatique parce que il y avait vraiment une vraie sincérité dans ce mouvement au départ qui a été complètement détournée vers d'autres voies. Il y a eu des tentatives quand même de récupération politique par Marine Le Pen, par Jean-Luc Mélenchon. Finalement, celui qui va le plus loin avec eux, c'est Florian Philippot. Oui, c'est Florian Philippot qui va vraiment récupérer le mouvement très modestement, parce qu'il est le plus en phase avec le type de revendications qui se sont imposées. Donc pas les revendications des gens qui ont lancé ce mouvement, mais les revendications de ceux qui crient le plus fort, ce qui, dans un mouvement non structuré, est malheureusement la règle. Et donc il va reprendre tout ça, il va le reprendre après, pendant le mouvement des antivax, qui va le faire vivre politiquement à sa très modeste mesure, pendant en fait 2 ans après, parce que ce type de mouvement, quand il n'y a aucun langage précisément structuré, il est perméable à tous les langages. Florian Philippot, c'était le numéro 2 de Marine Le Pen, il est maintenant souverainiste, avec des idées d'ordre. Philippot, en 2020, commence à réclamer des mesures extrêmement énergiques contre le Covid, d'ordre absolu, de masques obligatoires, etc., pour changer totalement après d'avis. Et puis il n'y a pas que lui. Dans les manifestations, on voit très très vite l'extrême droite, on voit Yvan Benedetti qui vient avec ses l'œuvre française, l'extrême droite, l'ultra-droite. Oui. Et puis les antennes de Poutine qui sont sur toutes les manifestations et qui attisent le feu. Vous dites que ce soit pendant les Gilets jaunes ou dans le mouvement finalement qui est une prolongation, celui des anti-Covid, il y a des techniques à l'œuvre dans le discours que vous avez déjà repérées en traduisant Mein Kampf. Quelles sont ces techniques ? La première, c'est la confusion absolue. Donc, chez les Gilets jaunes, vous avez déjà un antiparlementarisme qui s'installe assez rapidement. L'idée que tout le monde est pourri, l'idée qu'on vole l'argent des Français, ça, c'est encore relativement anodin. Quand le Covid arrive et qu'on bascule dans ces manifestations d'abord anti-pass, puis franchement anti-vax, on voit arriver les thèmes nazis qui reviennent. On voit des affiches avec la pieuvre, qui est une des illustrations du Stürmer de Strasser pour désigner les Juifs qui s'emparent du monde. On voit ça sur des affiches. On voit des gens porter des étoiles jaunes pour dire, voilà, on est les nouveaux Juifs. Enfin, c'est même plus de l'aberration, c'est une abomination. Bigard, j'ose même pas prononcer le mot, l'humoriste, porte cette étoile jaune et explique que c'est comme ça et qui vous emmerde, excusez-moi, mais il y a la brutalisation du langage politique fait aussi partie du lot. Et puis des affiches où on voit Soros, Attali, Strauss-Kahn, etc., plus un certain nombre d'autres personnes, des illustrations qui sortent tout droit du protocole des Sages de Sion, et puis cette fameuse question dans un dialogue extraordinaire entre Claude Posternac sur France Inter et un général qui a basculé totalement dans l'extrême droite et qui explique qu'il y a des gens derrière tout ça, et Posternac lui répète à plusieurs reprises, mais qui, etc. Et curieusement, cette attaque de Posternac, qui est remarquable parce qu'il le met vraiment dans ses retranchements, va être reprise après sur les affiches et les pancartes qu'on voit dans le mouvement anti-vax, et évidemment, tout le monde comprend que derrière l'abominable complot mondial pour vacciner les gens, il y a, comme d'habitude, les Juifs. Voilà, et là, on est vraiment à la jonction du néonazisme et d'un mouvement complotiste, conspirationniste. Ces jeux de langage sont son moteur. Ces mouvements anti-Covid, gilets jaunes, ce sont pour vous les conséquences de l'inondation du langage par le fascisme, ou ce sont des acteurs, ou ce sont les deux ? Alors, les gilets jaunes, c'est clairement une conséquence d'une situation sociale désastreuse. Moi, j'ai très longtemps vécu dans le centre de la France, dans un tout petit village. J'ai vu les raisons de ce mouvement monter. Il y a un abandon total des populations dans ces régions. C'est aussi pour ça que Marine Le Pen a été si rapide à tenter de récupérer le mouvement, parce que ce sont aussi ses électeurs. Ça, c'est le premier point. Donc, il faut vraiment différencier la naissance des Gilets jaunes et les premiers temps des Gilets jaunes de ce basculement après dans le complotisme, dans le conspirationnisme. Et après, la récupération du mouvement, elle est due d'abord à des gens qui simplement sont en quête de pouvoir, qui vont utiliser la crédulité des gens qu'ils ont en face d'eux pour leur raconter absolument n'importe quoi. Et ensuite, après, oui, il y a une forme de récupération organisée. C'est-à-dire que vous avez une montée parallèle d'une extrême droite très extrême et de ces mouvements. L'utilisation systématique de fake news, mais énorme, gigantesque, qui n'arrête pas, qui sont un déferlement notamment sur les réseaux sociaux, qui sont très liés à ce qui s'est passé aux États-Unis autour de Donald Trump. Je dis ce qui s'est passé, ce qui continue à se passer, puisque c'est encore la méthode qu'il utilise aujourd'hui même d'une manière totalement démesurée. Et ça, ce sont vraiment des méthodes d'extrême droite. C'est de la diffamation fondée sur des inventions totales, sur les fake news, maintenant sur des fausses vidéos créées par intelligence artificielle. Ça s'est concentré beaucoup plus que sur les Gilets jaunes, sur le mouvement qui a suivi, qui est devenu le mouvement anti-vax, où on retrouve vraiment pratiquement tout ce milieu interlope entre l'extrême droite organisée et l'extrême droite culturelle, si j'ose dire.
Oui, parce que finalement, c'est intéressant de faire cette différence entre extrême droite organisée et culturelle, parce que quand on voit que ces mouvements se présentent aux élections, en général avec Florian Philippot, on l'a vu pour le Covid et on l'a vu pour les Gilets jaunes, ils font des scores ridicules. Absolument. Donc ça se traduit pas dans les urnes, mais pourtant, ça renforce quand même, selon vous, l'extrême droite dite officielle? Oui, parce que la fin des Gilets jaunes, il y a un basculement quand même vers l'antiparlementarisme, l'antirépublicanisme, ce qui est totalement aberrant. Parce qu'au début, il y a des revendications démocratiques, il y a la revendication d'une meilleure expression du peuple, etc. Il y a des vraies idées. Et puis peut-être à cause aussi de la violence qui leur a été opposée, peut-être à la fin du désespoir dont j'ai parlé tout à l'heure, ces gens cherchent la solution la plus simple. Et les solutions les plus simples, c'est souvent les solutions des populistes. Et celle que leur a proposée le Marine Le Pen à l'époque a fini par leur convenir, ce qui fait qu'au bout du mouvement des Gilets jaunes, en 2021, les sondages de sortie des urnes donnent, chez les gens qui se déclarent sympathisants Gilets jaunes, plus de 40% qui ont voté pour Marine Le Pen. Ce qui est hallucinant. Vous parlez dans votre livre aussi de l'ère de l'indignation permanente dans laquelle on vit, que ce soit sur Twitter ou même, il suffit de regarder les chaînes info pour voir qu'on est vraiment là-dedans. Vous évoquez un autre concept, celui de la scandalisation. Alors c'est mon mot, mais vous dites scandaliser. Ça veut dire quoi, scandaliser? C'est prendre l'indignation, la faire monter en mayonnaise ou en crème chantilly, comme vous voulez, et s'en servir politiquement, c'est-à-dire créer un scandale. C'est ce qui nous est arrivé en 2016 avec l'annonce de la sortie d'Historiciser le mal, donc l'édition de Mein Kampf, où on a eu un scandale, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'était Jean-Luc Mélenchon qui s'est emparé du sujet qu'il ne connaissait pas du tout, qui en avait besoin pour des raisons vraiment de politique électoraliste, et qui a lancé ça, et qui a déclenché ce qu'on appelle un scandale. C'est-à-dire, on ne connaît pas les faits, on s'indigne, et après, on fait monter le tout. C'est très difficile d'y répondre, parce qu'on ne peut y répondre que par des arguments rationnels. Si on re-scandalise en disant Monsieur Mélenchon a fait un scandale, c'est un scandale, on n'arrive strictement à rien. Donc il faut rationaliser. C'est très long. C'est la difficulté qu'on a avec ces langages irrationnels, c'est qu'il faut une énergie fantastique pour les effacer, pour les gommer. Et que les mots que nous avons pour le faire, qui sont les mots de la raison, ont très très peu de poids sur la déraison et l'irrationnel. Vous parlez des politiques, de Mélenchon, mais est-ce que les médias aussi n'ont pas une responsabilité très lourde dans cette scandalisation et dans cette indignation permanente? Alors, il y a un double phénomène. D'abord, le premier, je pense, c'est les chaînes d'infos continues qui posent un problème, et je pense en particulier à la télévision beaucoup plus que la radio, qui ont besoin de matière. Et donc, quand on a besoin de matière, on va chercher la moindre chose, et puis on va tenter de lui donner de l'importance. Donc, sur BFM TV et sur CNews en particulier, c'est flagrant. C'est-à-dire le moindre petit fait divers est porté en épingle. Sur CNews, quand ça met en cause une personne d'origine étrangère, et sur BFM TV, d'une manière générale, le fait divers est devenu le guide d'une politique éditoriale. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce que je constate aussi, c'est que la presse, qu'on dit mainstream, j'ai horreur de ce truc-là, mais la presse généraliste, disons, ne voit pas toujours, peut-être faute de connaissances historiques, la montée de ces mots-là. Ce qui est un peu normal. Moi, je travaille depuis 30 ans sur le nazisme, j'ai travaillé 10 ans sur Mein Kampf, et il faut avoir l'œil et puis connaître les mots pour voir quand ils reviennent. J'ai un journaliste qui a fait l'école de journalisme de Paris, il peut être excellent et ne pas avoir une formation historique spécialisée sur ce genre de choses. C'est dommage. Ça serait bien que les rédactions aient un spécialiste pour les conseiller dans ce domaine-là en disant attention, ce mot-là, il vient de là et il veut dire ça. Et que on peut prendre pratiquement n'importe quel homme politique aujourd'hui. Quand il se laisse aller à prononcer un mot comme ça, il faut au moins mettre les voyants rouges. Dans la dernière partie de votre livre, vous dites que tous ces mouvements en marge, ou plus ou moins en marge d'ailleurs, sont là pour créer un ordre à partir du chaos, un ordo ab chaos. Ça signifie quoi politiquement, cette démarche ? Politiquement, ça veut dire que le chaos sémantique et le chaos tout court, le désordre mental, débouche toujours dans l'histoire systématiquement sur l'ordre extrême, l'ordre. L'arrivée du nazisme, elle se fait dans une Allemagne qui est dans une crise économique terrible, mais où, depuis les années 20 à peu près, il y a des affrontements extraordinairement violents entre les groupes nazis et la gauche, et notamment le Parti communiste allemand. Une atmosphère de peur, il y a des gens qui sont tués dans la rue régulièrement, et ce désordre-là, qui est un vrai désordre, entretenu et volontaire, va amener Hitler au pouvoir. Par ailleurs, le chaos de la pensée vous empêche de résister rationnellement à ce genre de truc. Je vais prendre un exemple tout bête. Quand on vous dit « mais vous défendez des idées plutôt de gauche », rappelez-vous que le parti d'Hitler s'appelait le Parti national-socialiste. Il y a de très grands noms qui disent ça. Michel Onfray l'a encore répété il y a quelques semaines. Bon, c'est une contre-vérité absolue. Le Parti national-socialiste a été soutenu par l'industrie capitaliste allemande jusqu'au bout. Il a monté un système d'ultra-capitalisme avec même l'esclavage au bout. Donc il était tout sauf socialiste, ou il était aussi socialiste que la Corée du Nord, qui est une république démocratique et démocratique. Ça n'a absolument aucun sens, c'est une aberration. Mais
C'est un argument qui est beaucoup utilisé par l'extrême droite. Et quand vous tentez de rationaliser, la réponse en général, on finit par vous traiter d'islamo-gauchiste en ce moment, très rapidement. C'est-à-dire que la discussion rationnelle n'est même pas possible. Et quand ce type de discours confus, aberrant, qui efface l'histoire, on revient à l'histoire du champ des partisans, qui efface l'histoire au profit d'une récupération idéologique, d'une vision idéologique pure, quand ce discours-là s'impose, tout peut arriver derrière, il n'y a plus aucune espèce de barrière, il n'y a plus de voyant rouge, il n'y a plus d'avertissement en disant « attention, on a déjà fait ça ». Je parle d'autres termes, le terme de remigration, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Le terme de français de papier, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a des Français qui sont moins français que d'autres? Et à ce moment-là, depuis quelle génération? Mais cette question-là, on se l'est déjà posée. C'était en Allemagne, c'était en 1933. À partir de quelle génération on est juif ou pas juif? Et à partir de quand on peut se dire véritable allemand? Ce sont des questions gravissimes parce qu'elles touchent à l'essence même de ce que nous sommes. Si vous dites à quelqu'un, tu n'es pas français parce que tu es juif, parce que tu es arabe, parce que tu es, pakistanais, et donc, tu es bien en France, tu as bien des papiers français depuis 3 générations, mais quand même, tu n'es pas français. On touche à l'essence même de la République et de la démocratie. Or, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Vous semblez très pessimiste dans la possibilité de lutter contre justement ces artisans du chaos. Alors, oui et non. Il y a eu quand même un sursaut absolument extraordinaire au 2e tour des élections. C'est-à-dire que des gens qui ne votaient plus depuis des décennies, on n'avait pas eu de participation à des élections législatives de cette taille-là depuis 25 ans. Ces gens-là sont venus voter parfois contre leurs idées, pour éviter que celles de l'extrême droite arrivent au pouvoir. C'est un mouvement gigantesque. Il y a 70% des Français qui ont dit non, on ne veut pas de ces gens-là. C'est pas rien, c'est quelque chose d'important. Et qui l'ont fait, je le répète, des partisans de Macron sont allés voter pour Jean-Luc Mélenchon. On n'a pas pris la mesure de ce que ça voulait dire à l'époque, et vice-versa réciproquement, bien entendu. Donc oui, il y a un sursaut populaire qui est possible, mais la solution qu'on a prise derrière est la plus aberrante et la plus dramatique possible, c'est-à-dire dire aux gens, une fois de plus, votre vote n'a aucune espèce d'importance. On fait ce qu'on veut, on va nommer au gouvernement le parti qui a fait 5-6%, et il va faire la politique de l'extrême droite. Voilà. Donc pessimiste, je sais pas, il y a toujours en politique d'abord des surprises heureuses. Ensuite, il y a un contexte international qui va jouer considérablement. Si Trump perd, ce que j'espère, il y a une bonne partie de ce mouvement qui va s'essouffler et disparaître parce que c'est un mouvement mondial, c'est pas simplement la France. Et puis on a encore des forces vives en France et des gens qui veulent se battre. Un mouvement mondial, vous le dites et vous l'expliquez effectivement que, par exemple, les ingérences russes sont aussi une partie prenante de cette stratégie du chaos pour diviser, pour conflictualiser et pour imposer ce nouvel ordre dont vous parlez dans votre livre. Vous évoquez aussi, en début de votre ouvrage, vous parlez de l'erreur politique qui a été faite, qui a été d'appeler à faire barrage pour mettre un gouvernement de droite. Ça résonne beaucoup avec ce qui est passé en 2005 et ce fameux traité européen qui a été soumis à référendum dont le résultat n'a pas été respecté à l'époque par le gouvernement français. Tout à fait, ce sont autant d'éléments qui sont d'abord des mensonges. Ensuite, là aussi, il y a un élément de langage. Simplement, on vous dit non, vous avez voté contre le traité constitutionnel, mais vous inquiétez pas, on fait pas une constitution, on reprend le même texte, on lui donne un autre titre, et puis ça passe, voilà. Les gens ont besoin de mots qui veulent dire quelque chose. Si non seulement vous mentez, ce qui est relativement classique en politique, mais si en plus vous déformez les mots avec lesquels ils peuvent s'exprimer, ils peuvent comprendre ce que vous dites, c'est terminé. L'abstention phénoménale qui a monté depuis 2005, presque systématiquement à toutes les élections, c'est aussi dû à ça. Si vous pouvez plus croire à rien, le néant est derrière. Et le néant, c'est l'ordre. C'est-à-dire que quand les gens n'ont plus d'espoir, effectivement, il leur reste l'ordre. On leur dit, vous inquiétez pas, on va vous aménager ça. Pour mieux comprendre comment la langue influe sur notre société, sur notre destinée politique commune, j'encourage vivement les auditeurs à lire votre livre, Olivier Manoni, Coulées brunes, comment le fascisme inonde votre langue. C'est aux éditions Héloïse d'Ormesson et c'est disponible depuis le 10 octobre. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve vendredi avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon pour un nouvel épisode du Monde devant soi. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Direction et production éditoriale Christophe Caron. Prise de son, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. Présentation Christophe Caron.